Vous êtes sur Midi 1 et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'agriculture numérique se définit comme la convergence de l'agriculture et des technologies de l'information pour tout au long de la chaîne de valeur améliorer la productivité et répondre aux attentes environnementales et sociétales. Le numérique permet à l'agriculture de gagner en efficience et de la transformer en profondeur. Les masses de données produites par les équipements d'observation, les capteurs installés dans les parcelles agricoles ou au sein des troupeaux permettent une meilleure caractérisation des systèmes agricoles. L'agriculture numérique est encore assez prémisse au Sénégal. Cependant, plusieurs initiatives allant dans ce sens émergent dans le pays et vous pourrez le constater dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de micro-jardinage et de l'importance de l'utilisation des technologies dans le domaine agricole, nous sommes avec Moussa Yad, spécialiste en horticulture et promoteur de MyToll Agriculture. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et tout le plaisir est pour moi, Alex. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Mbaindia. Comme dans nombreux secteurs, le numérique se développe aussi dans l'agriculture. Selon les chercheurs scientifiques, l'agriculture numérique représente l'application moderne des technologies de l'information et de la communication dans le domaine agricole. Ceci va déboucher sur la troisième révolution verte. Hop, ça s'est arrêté. Au Sénégal, des idées d'innovation sont mûries pour façonner les manières de faire en agriculture. Il s'agit de la mise en place d'un système d'arrosage automatique conçu par Sonatel Academy. En banlieue de la capitale sénégalaise, le dispositif est installé et fonctionne. Quand on enlève, parce que là, ça ne capte plus, ça va se déclencher. Voilà. Là, on voit que ça se déclenche. Nous sommes à Zac Mbao, à la banlieue de Dakar. Ici est expérimenté le système d'arrosage automatique. Même en étant hors du pays, vous avez la possibilité d'arroser vos plantes. Allons voir de quoi il s'agit concrètement. J'en avais parlé un jour sur Twitter. Je disais aux gens, j'étais en Thaïlande et mes plantes me manquaient. Je ne parvenais pas à regarder mes plantes, je ne parvenais pas à savoir est-ce qu'elles sont arrosées et tout. Et c'est en ce moment que quelqu'un qui est au niveau, je pense que c'était le directeur de Sonatel Academy, Diouf, qui m'avait écrit, qui avait répondu sous mon tweet. Et il y a une solution qui est développée à la Sonatel Academy au niveau de leur Fab Lab. Il m'a mis en contact avec Mamadou, le responsable du Fab Lab. Et depuis, nous échangeons, nous collaborons sur cette technique. Mais cette année, l'innovation de taille, c'est on l'a connecté avec Internet. Et cela me permet, quand je pars dans un autre pays, de pouvoir avoir sur mon téléphone les données pour voir le taux d'humidité, le niveau d'eau dans le réservoir, de savoir est-ce que les plantes sont dans les bacs, les plantes sont en bonne santé, est-ce que le taux d'humidité est bon et tout. Et je peux même, si ça ne marche pas, je peux déclencher à distance aussi, tant que j'ai Internet. Ici, c'est la terrasse. Elle se positionne comme le lieu d'expérimentation agricole pour son propriétaire. De nouvelles techniques culturales sont essayées. Le dispositif, le voici. Un boîtier, quelques fils électriques, des capteurs, un panneau solaire et le tout est joué. Donc, le système que vous voyez ici, c'est le système d'arrosage automatique appelé Toluker Quartier Vert Challenge. Donc, ça a été conçu au niveau du Fab Lab de Sonatel. Ça consiste en fait à arroser cette bac qui a des navets et des choux, des betteraves, sans ma présence en fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir arroser les plantes sans ma présence. Donc, à distance, il est possible de pouvoir surveiller le taux d'humidité et tout. Je vous montre. Donc, c'est un système solaire. Vous avez vu le panneau qui est là-bas derrière, sur le mur. Et ça, je vous montre. Ça, c'est un capteur d'humidité. Ça, c'est un capteur d'humidité. Et ça, c'est un capteur de
de température. Donc vous voyez déjà que ça se déclenche, l'arrosage s'est déclenché parce que quoi, j'ai enlevé le capteur. C'est pour cela que vous voyez que l'arrosage s'est déclenché. Vous voyez les gouttes qui fusent. Donc si je mets le capteur, quelques secondes après, ça va s'arrêter. Vous voyez? Parce que là, actuellement, le capteur calcule et voit le taux d'humidité qui est dans le sol. Donc actuellement, les plantes n'ont pas besoin d'être arrosées. Tant que le capteur a le taux d'humidité qu'il faut, la pomme ne se déclenche pas. Et vous voyez là à l'intérieur, vous voyez, ça c'est ça le pompe. La pompe du moins, ça c'est la pompe. Et vous avez le sonde de profondeur d'eau, de niveau d'eau est là-bas à fond. Il y a une sonde là-bas au fond, vous voyez, ça c'est la pompe. Donc si je veux couper tout le dispositif, je pousse sur ce bouton. Mais vous voyez ici, le clignotant rouge, ça montre toujours qu'il y a de l'énergie, que le dispositif est fonctionnel. Avec Internet, c'est encore possible de suivre ce qui s'y passe. Ce système peut être relié au téléphone portable. Tant que j'ai Internet, je peux voir. Voici l'application. Voici l'application. Pour comprendre si l'application fonctionne, vous voyez, ça grimpe. Vous voyez les statistiques qui montent. Ça va stabiliser à un certain moment pour vous montrer le niveau d'eau et le niveau d'humidité dans les plantes. Nous allons évoluer plus tard parce que nous allons acheter nous allons mettre en place des caméras qui nous permettent aussi avec Internet de pouvoir avoir une visibilité de la qualité des plantes et de leur évolution quand je suis en voyage. Donc on a testé cette application il y a quelques jours, j'étais à Ouaga, on l'a testé et ça a marché. Ça a marché, on va tester encore parce que la première fois on l'a testé à une distance de 15 km, j'étais à Guédiawaye. On l'a testé, ça fonctionne. Après quand je suis allé à Ouaga, on a testé aussi, on a vu que ça fonctionnait bien. Tant que le réseau Internet est OK, ça fonctionne bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est taux d'humidité, niveau d'eau et tout est vert. Donc c'est bon. OK, c'est pour les coquilles de laitue. Merci beaucoup. Abdou est un passionné de l'environnement. Formateur, il a initié plusieurs projets allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Reboisement, aménagement des espaces verts et récemment l'initiative Quartier Vert Challenge. Donc Quartier Vert Challenge, c'est juste un programme de sensibilisation, de formation, d'accompagnement que nous avons mis en place pour mieux sensibiliser les Sénégalais à prendre en compte et à mieux s'occuper de leur cadre de vie. Quand on parle de cadre de vie, il y a la propreté, il y a l'embellissement, il y a le reverdissement, il y a énormément de choses qui sont dedans. Donc aujourd'hui, c'est étalé sur beaucoup d'aspects, les écoles, les quartiers, les municipalités et même dans les politiques publiques. Parce que nous travaillons aussi avec des personnes ou bien des organisations qui sont comme la FAO, qui font de l'agriculture, aussi comme le PSE Vert. Ce jeune a développé le concept de micro-jardinage sur sa terrasse. Cela intéresse plus d'un. Pour preuve, plusieurs jeunes viennent se former. Ce jeune y est depuis 6 mois. On va bientôt récolter. En immersion sur la terrasse depuis 6 mois pour apprendre le micro-jardinage dans le cadre d'un concours de solutions communautaires initié par Social Change Factory en partenariat aussi avec UNICEF du Sénégal. Donc ma passion c'est l'agriculture. Le projet que nous développons ici au Sénégal c'est la promotion de l'agriculture en milieu urbain. Raison pour laquelle on a fréquenté Abdou pour savoir un peu plus sur ce concept-là. Déjà depuis que nous sommes ici, on a appris beaucoup de choses. On a appris comment faire des pépinières, comment faire le compostage, comment aussi prendre soin des arbres, comment détecter les maladies aussi. Donc tout ce que nous avons appris ici, on est en train de le dupliquer chez nous, aussi dans un espace que nous a octroyé au niveau de la forêt de Keur Massar pour faire du maraîchage. Aïssatou, guinéenne de nationalité, est dans sa 4e année au Sénégal. Elle étudie les télécommunications à Dakar, mais développe une autre passion pour l'environnement. La terrasse lui apporte beaucoup. Malgré que j'ai fait une formation en télécommunication, j'ai une passion pour l'agriculture, être avec les arbres,
cultiver, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pourquoi je suis là. Et là, actuellement, on a vu avec la pandémie du Covid-19, la rareté du pluie dans le marché et le coût. Et là, quand tu fais du micro-jardinage chez toi, ça te permet de manger sain et bio. C'est l'avantage. À la longue, au-delà du concours, j'envisage d'œuvrer dans ce domaine, essayer de trouver des terrasses, tu n'as pas besoin de champs, et voire même des hectares pour pouvoir investir dans l'agriculture. Investir dans l'agriculture. Cette ambition est partagée par cet étudiant en formation à l'école maritime de Dakar. Mon ambition, c'est de créer mon propre société. Déjà, on a un écosystème, qui est une société qui prône pour l'agriculture urbaine. En même temps, créer un démembrement de EcoCity pour un programme de reverdissement des grandes artères de Dakar. C'est dans ce concept, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est une zone vraiment très menacée due à l'action de l'homme. Je pense que si chacun développe ce genre de projet chez lui, ça va créer un microclimat juste pour la maison, mais aussi pour manger localement et bio. Donc, c'est ce message que je lance à tous ceux qui nous regardent à travers votre chaîne pour qu'ils se donnent davantage sur ce projet, quoi, pour essayer d'embellir leur maison, essayer aussi de consommer local et bio pour leur santé aussi, c'est bon. Ouais, je voudrais bien tester le système avec... Avoir un potager chez soi procure du bien-être aux usagers. C'est ce qu'a compris Abdou. Il assure que ce micro-jardinage le rapproche de la nature. De plus en plus, la terrasse devient pour sa famille le lieu d'approvisionnement en légumes. Ce qu'on a développé, on peut dire que c'est un jardin de maison, un potager. Un potager sur la terrasse, un potager qui permet aussi aujourd'hui à ma famille d'avoir beaucoup plus d'économies sur certains produits qu'on avait l'habitude d'acheter sur le marché, mais en termes d'économie, mais aussi en termes de qualité. Parce qu'il y a énormément de produits qu'on achète sur le marché qui ne sont pas de qualité et qui sont souvent aussi bourrés d'engrais ou bien de pesticides. Ce que nous avons sur la terrasse, c'est beaucoup d'épices, des plantes aromatiques, des légumes. Vous allez voir après, il y a du piment, il y a des fraises, il y a des navets, il y a des carottes, il y a de la salade, il y a des choux. Et nous expérimentons aussi beaucoup de choses. Nous avons des fraises et des pommiers. On sait qu'avec la température qui est au Sénégal aussi, c'est très difficile. Nous faisons beaucoup d'expériences aussi. Les innovations technologiques constituent un apport conséquent pour une agriculture durable et résiliente dans un contexte de changement climatique. La troisième révolution verte prend en charge le monde agricole fondé sur l'application combinée des solutions de TIC comme les appareils de précision, les capteurs, les systèmes de positionnement, les drones, entre autres. Alors, qu'est-ce que vous faites? Désherbage. OK. Donc, l'agriculture intelligente a alors un rôle potentiel pour favoriser une production agricole plus productive et durable, surtout fondée sur une approche plus précise et économe en ressources. Prenez votre temps pour enlever tout ce qu'il faut enlever. Je pense qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus aussi. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus et qui a cassé un peu les trucs. Mais bon, c'est ça l'importance aussi de faire de l'entretien, de surveiller pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes bien sûr avec Moussa Yad qui est donc le spécialiste en horticulture et promoteur de MyTall Agriculture. D'abord, Monsieur Yad, un mot sur les initiatives qui viennent d'être présentées à l'instant. Bon, je dirais que c'est une belle initiative parce qu'on sait tous que l'agriculture, c'est un métier qui nous permet de nous autonomiser. Parce que ça nous permet de produire nos propres légumes, surtout avec le micro-jardinage. Parce que j'ai suivi le reportage, mais on voit qu'il s'active, quoi. Il fait différentes activités qui lui permettent de produire ses propres légumes et aussi d'avoir une production de qualité.
Par exemple, on sait qu'avec les produits qu'on trouve sur le marché, ce n'est pas forcément des produits sains. Avec certains agriculteurs qui ne font pas des amendements raisonnés et tout ça. Donc, avoir un micro-jardinage chez soi, ça nous permet, ça crée un lien entre nous et la nature et ça nous occupe deuxièmement. Et bon, comme je l'ai dit, ça nous permet de nous autonomiser. Selon vous, sur le long terme, quelle place occuperont les nouvelles technologies dans le domaine agricole? Bon, elles occuperont une place vraiment importante parce qu'avec l'augmentation de la population mondiale, on sait qu'aujourd'hui, il est difficile de nourrir la planète avec une agriculture traditionnelle. Donc, il faut moderniser l'agriculture. Mais cependant, ça présente quelques inconvénients. Justement, parlons de ces inconvénients. Quel impact écologique peut avoir l'utilisation des nouvelles technologies sur l'environnement? Bon, ça peut entraîner comme l'acidité des sols, la salinité et l'érosion des sols aussi. Parce qu'on sait qu'avec, par exemple, les grandes surfaces, on exploite et on amende beaucoup, on met beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. En long terme, ça peut infecter la nappe phréatique. Et aussi, sur la multiplication, la production des semences aussi, comme vous parlez de la technologie. Donc on sait qu'avec les nouvelles variétés de semences qui sont modifiées génétiquement, donc ça ne facilite pas en quelque sorte la conservation ou la pureté variétale des semences. D'accord. Vous êtes initiateur de la start-up Mytol Agriculture. Parlez-nous déjà de votre projet et de sa particularité. C'est quoi Mytol? Bon, Mytol, c'est une boîte que j'ai créée il y a quelques mois de cela. Donc, je n'ai pas voulu faire comme tous les jeunes parce que je suis actuellement en formation, je suis en ma dernière année. Donc, après ma formation, je ne voudrais pas traîner un peu partout avec mon CV pour chercher du travail. Donc, je me suis dit, au lieu d'attendre que la formation finisse, bon, je peux créer quelque chose pour moi. Et à ma sortie, au lieu d'aller chercher du travail, je peux travailler pour moi-même. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai créé Mytol. Alors, quelles sont les activités qui sont menées au sein de Mytol Agriculture et comment y est développée l'horticulture et le micro-jardinage? Les différentes activités, parce que vous savez que l'horticulture, c'est vague. Il y a la culture ornementale, la culture maraîchère, la culture fruitière. Donc, Mytol s'active dans tous ces trois domaines. C'est-à-dire, on fait des aménagements et des entretiens des jardins espaces verts. On fait aussi des ventes de produits agricoles, comme d'intrants agricoles, comme de matériel agricole. On accompagne aussi les producteurs par rapport aux entretiens des cultures. Par exemple, on sait que la plupart des producteurs ici au Sénégal n'ont pas fait une formation en horticulture ou en agriculture. Donc, ils sont un peu limités, quoi. Dans ce sens, on essaie de les encadrer et de les donner peut-être les bonnes pratiques agricoles, de les donner des conseils ou bien de faire des prestations. Par exemple, je peux avoir un client qui me dit je veux aménager mon verger, je veux implanter des plants de manguier, des plants de citronnier. Je peux lui conseiller certaines variétés qui sont beaucoup plus présentes sur le marché, quoi. Ou il sera plus facile pour lui de trouver des clients. Donc par rapport aux variétés, parce qu'il y a des variétés où quand tu les plantes dans ton verger, il sera difficile de trouver un client parce que le consommateur ne connaît pas le produit. Mais si tout le monde connaît le produit, donc ce sera facile pour le producteur d'écouler facilement son produit. Monsieur Yad, maintenant à votre niveau, alliez-vous les technologies à vos pratiques en matière d'horticulture et de micro-jardinage? Bon, oui, mais ça dépend en fait. Parce que les nouvelles technologies s'appliquent plus sur les grandes surfaces, comme ceux qui font de l'exportation. Mais sur le micro-jardinage, comme on l'a suivi sur le reportage, on sait qu'avec ces capteurs d'humidité et ces capteurs d'humidité, ils peuvent mesurer le taux d'humidité qui est dans le sol
et faire une irrigation raisonnée, ce qui pourra, par exemple, préserver la nappe phréatique parce qu'il n'y aura pas assez de lessivage avec les engrais ou avec les pesticides. En micro-jardinage, on utilise rarement les pesticides, mais ça peut nous faciliter notre travail. Oui. Donc dans ce cas, on peut l'utiliser. On essaie de l'adapter par rapport à notre travail, mais ce n'est pas une chose qui est forcément indispensable. Parlons de la facilitation du travail. Toute l'utilisation de tous ces outils technologiques ne représente-t-il pas un danger pour l'employabilité dans le secteur agricole? Absolument. Parce que maintenant, on sait que l'État met plus l'accent sur l'agriculture pour créer des emplois. Mais par exemple, les fermes qui ont beaucoup de moyens, eux, ils peuvent aller vers la technologie, acheter des machines, des trucs qui pourront faciliter le travail. Et dans ce cas, ça va forcément réduire l'emploi des jeunes. Parce que, par exemple, au lieu de prendre des techniciens ou quelques ouvriers pour faire le tour du périmètre et voir identifier les différents problèmes dans les surfaces, donc on peut le faire facilement avec les capteurs là. Et avec les drones aussi, on peut lancer les drones et faire des localisations ciblées, des fertilisations ciblées, c'est-à-dire identifier les zones qui sont en carence, peut-être qui sont en carence, et faire des amendements raisonnés. Donc dans ce cas, ça peut aider l'agriculture dans le cadre de la protection de l'environnement. Mais ça peut aussi diminuer les emplois. Parce que si on utilise, comme je l'ai dit, beaucoup de machines. Dans ce cas, comment préserver les emplois? Comment préserver les emplois? Donc ça sera un peu contradictoire entre préserver les emplois et la technologie. Parce que le producteur, quand il produit, lui, il cherche le bénéfice. Donc, il fait en sorte de dépenser moins et vendre plus. Donc, on sait que les emplois, c'est une charge parce qu'il faut payer les salariés et tout. Alors que les nouvelles technologies, ça nous enlève toutes ces tâches-là. Donc, c'est plus facile pour un grand exploitant d'utiliser ces technologies que d'aller chercher des techniciens. À ce moment, il faudra trouver un juste milieu. Comment la technologie aussi peut-elle nous permettre de trouver un juste équilibre entre productivité et préservation des terres? Pour ça, il faut d'abord connaître la nature, respecter la nature, savoir les interactions entre la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir comme ça et créer un truc qui, à l'avenir, pourrait avoir des conséquences négatives sur l'environnement. Comme, par exemple, je vous donne juste un exemple. Par exemple, les tracteurs qu'on utilise en agriculture. Il y a des micro-organismes qui jouent les rôles des tracteurs. Par exemple, les tracteurs, ils perturbent la biologie du sol et la structure du sol. Ça peut alléger le sol, et ça peut faciliter notre travail et c'est plus rapide si on emblave une grande surface. Mais aussi, ça perturbe la biologie du sol parce que dans le sol, il y a de la vie. Et cette vie-là, elle doit être nourrie par la matière organique. Cette matière organique sera consommée par les micro-organismes qui, avec leur déplacement dans le sol, avec leur déplacement et tout ça, vont créer une certaine aération et une certaine fertilité dans le sol. Maintenant, quels sont les freins à l'expansion de l'agriculture numérique sur le continent et comment, plutôt ces obstacles, et comment surmonter ces obstacles? Les freins sur l'agriculture ici, c'est en général, nous, ici en Afrique, on n'a pas trop les moyens. Par exemple, tu vas voir un étranger qui vient ici acheter des terres, il va importer tous ces intrants et à la récolte, il va vendre moins cher que le paysan qui est ici. Parce que lui, il est subventionné. Tous les matériels qu'il importe sont subventionnés. D'autant plus, la moitié de la population en Afrique ont déjà une expérience sur l'agriculture. Parce que la plupart viennent des villages et ils pratiquent l'agriculture depuis très longtemps. Donc, ils ont une certaine connaissance. Mais c'est la technologie qui manque et l'accompagnement de l'État.
Merci Monsieur Yad pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en horticulture et promoteur de MyToll Agriculture. Exactement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.